Le concierge nous attendait dans un grand état d'excitation. Des journalistes avaient essayé de pénétrer dans l'immeuble. Ils voulaient à tout prix s'assurer que je ne me trouvais pas chez moi. Car mon absence à cette heure signifiait la mort de Bontemps. Dans l'appartement, les lumières étaient demeurées allumées, tout était silencieux. Je suis allé à la cuisine. La théière, les tasses étaient encore sur la table. Nous nous sommes assis, ma femme et moi, l'un en face de l'autre, comme tout à l'heure. Nous sommes restés là, tous les deux, sans rien dire. J'ai pensé que demain matin, je n'irais pas faire court. J'ai rectifié intérieurement. Non, ce matin. J'ai regardé l'heure, il était 6 heures passées. Hier, à la même heure, Bontemps dormait sans doute. Son angoisse de la nuit était achevée, aujourd'hui aussi, et pour toujours. Bontemps était mort. J'avais vu Bontemps aller à sa mort. J'avais vu mourir un homme que j'avais défendu. Plus jamais je ne pourrais faire quoi que ce soit pour le défendre encore. On ne plaide pas pour un mort. L'avocat d'un mort, c'est un homme qui se souvient, voilà tout. La guillotine rend tout dérisoire. Il n'y a pas de révision possible, pas de grâce possible, pas de libération possible pour le décapiter. Je ne pouvais plus rien pour Bontemps. C'était la vérité nue, la seule de cette nuit. Quel était donc le sens de tout ce qui s'était passé, de tout ce que nous avons fait ou voulu faire pour lui, nous, ses avocats? Je regardais mon image dans la glace, ce n'était pas là que s'inscrivait la réponse. Il n'y a pas de tête d'assassin. Il n'y a pas non plus de visage d'avocat vaincu. J'éteignis la lumière, ma vie continuait. Je n'en étais pas quitte pour autant. Cette nuit-là, je le savais maintenant, ne s'achèverait pas à l'aube. Je suivis le surveillant jusqu'au quartier éloigné, où Patrick Henry était en sécurité. Un surprenant silence y régnait. La santé, comme toutes les vieilles prisons, résonne de tous les bruits de la vie carcérale. Portes qui se ferment, verrous qui claquent, voix des gardiens appelant les détenus au parloir, cuisine roulante dans les couloirs. Mais dans la cellule où j'attendais Patrick Henry, vide de tout meuble hormis une table de bois et 2 chaises, aucun bruit ne parvenait. Je m'assis, posai le dossier sur la table. Des gouttes d'eau tombaient à intervalles réguliers au-dessus des toilettes. Elles rendaient le silence plus dense encore. J'entendis des pas approcher. Je me levai. Patrick Henry entra. Je lui tendis la main. La porte de la cellule claqua. Je l'invitai à s'asseoir. Il me parut très jeune, plus proche de l'adolescence que de l'âge adulte. Sur ses lèvres flottait une sorte de sourire contraint, comme s'il était content de ma visite, mais gêné de me rencontrer là. Je savais par expérience que les crimes, même les plus atroces, ne se déchiffraient pas sur les traits d'un homme. Sur ce visage lisse que la vie n'avait pas encore marqué, rien n'évoquait le personnage monstrueux que la presse avait tant dénoncé. Entre son crime et lui, tel qu'il était, assis calmement de l'autre côté de la petite table, aucune correspondance n'apparaissait. Et pourtant, ce jeune homme était bien ce criminel. Il fallait en savoir plus et tenter de comprendre. Je le regardais et posais ma première question. Le procès Klaus Barbie. Le procès
Klaus Barbie présentait des défis considérables pour notre justice. Défis judiciaires. Pour la première fois, on allait juger en France des crimes contre l'humanité. Les faits remontaient à 40 ans, la tâche serait difficile pour jurés et magistrats de se prononcer sur des actes commis à une époque tragique qu'ils n'avaient pas connue. Les témoins survivants étaient rares, la mémoire de certains peu assurée. Les archives et documents d'époque, conservés notamment par le Centre de documentation juive contemporaine, s'avéraient précieux, mais suffirait-il à confondre Barbie? Défi juridique, je mesurais à quel point l'accusation devait avancer avec prudence, évitant de retenir des charges qui auraient déjà fait l'objet de procédures antérieures. Défi politique. Si l'opinion publique se déclarait massivement favorable au jugement du boucher de Lyon, la même unanimité ne se trouvait pas dans le monde politique. Certains s'inquiétaient de voir réapparaître à l'occasion du procès Barbie les ombres et les soupçons qui entouraient l'arrestation de Jean Moulin. D'autres refusaient le principe même du procès. Ma conviction était autre. Klaus Barbie était l'auteur présumé de graves crimes contre l'humanité. Son jugement relevait d'un impératif moral. Il nous incombait de veiller à ce que toutes les conditions d'un procès équitable, notamment le respect des droits de la défense, soient assurées. S'agissant du procès Barbie, je pensais que la Cour européenne des droits de l'homme aurait vraisemblablement à connaître de sa légalité. Je me réjouissais d'ailleurs que Barbie puisse bénéficier d'un tel recours devant une juridiction européenne que j'avais ouvert aux justiciables en octobre 1981. J'y voyais le triomphe de l'état de droit sur la barbarie dont Klaus Barbie était l'une des incarnations. Comme il était prévisible, quelques nostalgiques de la peine capitale s'étaient précipités pour demander son rétablissement à l'encontre de Barbie et au mépris de la non-rétroactivité. Pour ma part, que le chef de la Gestapo de Lyon finisse ses jours au fond d'une prison me paraissait une victoire morale sur les hommes de sang, de torture et de mort. Restait un problème personnel que je taisais. Klaus Barbie avait été le chef de la Gestapo de Lyon. Or, c'est à Lyon, rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943, qu'avait été arrêté mon père, avec d'autres juifs, lors d'une rafle. Déporté, mon père était mort au camp d'extermination de Sobibor. C'était donc l'assassin de mon père que le destin avait conduit par des voies extraordinaires jusqu'à moi, qui avait la responsabilité première, comme ministre de la Justice, de veiller à ce qu'il soit jugé conformément au droit. Quelques mois après le retour à Lyon de Klaus Barbie, je reçus sous pli personnel du procureur général Truche la photographie d'un document du dossier dont il souhaitait que je prenne connaissance. C'était l'ordre de déportation des Juifs arrêtés rue Sainte-Catherine. Le nom de mon père, Simon Badinter, y était inscrit. Le document était signé Klaus Barbie. Mon père était l'un de ces Juifs russes, né avant le début du XXe siècle, étudiant pauvre à Moscou, qui voulait voir dans la République française une sorte de culte dont ceux qui ont connu ces immigrés ont mesuré l'intensité. Seul dans mon bureau de la chancellerie, je contemplais cet ordre de mettre à mort mon père. Car Barbie savait ce que déporter un juif signifiait, lui qui répétait « fusiller ou déporter, c'est la même chose ». Souvent, j'avais entendu des partisans de la peine de mort lancer « Si c'était un de vos parents que l'assassin avait tué, vous ne parleriez pas comme vous le faites ». J'étais arrivé à ce point extrême où se mesure la force d'une conviction. À ce moment, pas plus qu'à un autre, je ne regrettais d'avoir tant lutté pour l'abolition. J'ai adressé une photographie du document à mon frère Claude, mais je me gardais de le montrer à ma mère
À quoi bon raviver sa douleur? Dans les derniers mois tumultueux de 1981, les Français avaient le sentiment que je ne m'intéressais qu'aux libertés, jamais à leur sécurité. Paradoxalement, ma profession était sans cesse rappelée pour conforter l'accusation de laxisme portée contre mon action. Avocat. J'étais par vocation défenseur des criminels. On oubliait que les avocats défendent aussi les victimes. On aurait cru que jamais avant moi, un avocat n'avait été garde des Sceaux. Pourtant, je ne manquais pas de prédécesseurs, de Jules Ferry à Mitterrand. Cette incompatibilité nouvelle entre la fonction de ministre et celle d'avocat, démentie par toute l'histoire politique, paraissait inventée tout spécialement pour moi. Pour mieux renforcer cette identification, on continuait sur les travées de l'opposition au Parlement à m'appeler Maître Badinter. Ainsi, l'avocat demeurait-il présent dans le ministre. Et comme le public ne connaissait de mon activité professionnelle que les grands procès criminels, où se décidait la peine de mort, c'était toujours l'avocat de Patrick Henry dont on dénonçait l'action au gouvernement. Cette mascarade m'irritait. En devenant ministre, j'avais abandonné toute activité professionnelle et retiré mon nom de la liste des avocats inscrits au barreau de Paris. Mais en cette fin d'année 1981, tout était mis en œuvre pour me ramener sans cesse à ma condition antérieure. Et cet amalgame renforçait encore dans le public le cliché selon lequel j'étais mue, en toutes circonstances, par mon tempérament d'avocat. J'étais du côté des criminels et non des honnêtes gens. Ces imputations trouvaient de surprenants relais. J'appris que dans certains commissariats, des fonctionnaires de police, en recevant les plaintes de victimes de vol de véhicules ou de cambriolage, leur glissaient d'un ton désabusé « Je vais enregistrer votre plainte, mais ça ne servira à rien. De toute façon, le garde des Sceaux a donné des instructions pour qu'on relâche les délinquants à mesure qu'on les arrête. » À un de mes amis qui mettait en doute la réalité de ces directives, le fonctionnaire de service répondit superbement « Je peux même vous dire qu'il y a des membres de son cabinet qui font la tournée des commissariats pour faire libérer tous les détenus. » Les circulaires au parquet rappelant le principe de la présomption d'innocence et recommandant de ne requérir un mandat de dépôt que s'il s'avérait absolument indispensable étaient présentés comme l'expression du laxisme et de l'indifférence aux victimes. Je mesurais l'étendue de cette hostilité jusque dans ses expressions quotidiennes. Lorsque je me rendais avec ma femme et des amis au restaurant, notre arrivée suscitait une curiosité peu amène. À une table proche, une voix s'élevait. « Ma voisine a été agressée hier soir dans son parking, évidemment, avec tous les criminels qu'on a relâchés cet été, et les convives de renchérir. » Ainsi percevais-je les signes du rejet qui entouraient ma politique, ou plutôt sa caricature. Le président de la République me le rappelait volontiers avec un sourire ironique. Il paraît que vous n'êtes guère populaire. J'affectais l'indifférence et continuais sur ma lancée. Mais cela me touchait plus que je ne le laissais paraître. Je n'avais pas la faiblesse de vouloir être aimée, mais de là à aimer être détestée. Je savais à présent que la justice pouvait tuer. Je l'avais vu à l'œuvre. J'avais été incapable de l'empêcher. Cette pensée-là, j'en étais comme possédé, une angoisse de mort de la nuit précédente, refoulée par les habitudes et les contraintes du jour, m'envahissait de nouveau dans ce train qui roulait dans la nuit. Je fermais les yeux et perçus avec plus d'intensité encore qu'à l'aube que dorénavant, aussi longtemps que la peine de mort ne serait pas abolie en France, je la combattrais de toutes mes forces. J'avais conscience que cette lutte-là serait pour moi un engagement premier, total.
sans que je parvienne à distinguer ce qui, dans son intensité, relevait de la culpabilité que je ressentais à l'égard de Bontemps, ou du fait que je savais à présent ce qu'était la réalité de la peine de mort. Jusque-là, j'avais été un partisan de l'abolition. Dorénavant, j'étais un adversaire irréductible de la peine de mort. J'étais passé de la conviction intellectuelle à la passion militante.